Bonjour à tous et bonjour à toutes. Merci d'être venus aussi nombreux pour cette table ronde. Aujourd'hui, nous allons parler des liens entre la littérature et le réel. Le roman est-il une fiction? Doit-il être vrai ou vraisemblable? Un écrivain peut-il tout inventer? Est-il absolument libre ou doit-il respecter la réalité, la vérité? Ce sont un peu toutes ces questions que nous allons aborder aujourd'hui. Et pour les aborder, donc, nous avons deux grands auteurs que vous pouvez déjà, d'ores et déjà, applaudir. Et donc, pour en parler, aujourd'hui, je suis avec Camille Laurence. Bonjour. Vous avez publié Ta promesse chez Gallimard, un roman fascinant, ensorcelant sur la cristallisation et la décristallisation d'un amour. Donc, on va suivre deux personnages. Il y a Claire, qui est une romancière à succès, et il y a Gilles, qui est un marionnettiste. Au début, tout va bien dans leur couple, ils s'aiment, ils s'admirent. Et puis, petit à petit, on va voir que ce vernis de bonheur va s'effriter. Et on s'aperçoit au fur et à mesure que Claire ne nous parle pas tant nous à nos lecteurs, mais à son avocate, et que Gilles est dans le coma. Je ne vais pas plus en raconter, mais le roman d'amour va tourner vers le thriller. Et donc, à ma droite, Juan Gabriel Vasquez, bonjour. Bonjour. Vous avez publié La traduction du monde. Là, c'est un essai, c'est un livre fascinant. Pour sa part, passionnant, en ce qui plonge dans l'histoire avec un grand H et l'histoire littéraire et qui interroge les questions entre la littérature et le réel. Et donc, ça pose la question de la littérature dans notre monde contemporain. Vous interrogez donc ses pouvoirs, ses limites, à travers divers auteurs, de Cervantes à Kundera, en passant par Tolstoï et Yourcenar. Et je vous laisserai le plaisir de découvrir les autres auteurs en vous procurant son ouvrage. Et donc, pour commencer cette table ronde, je me suis dit que rien de tel que de poser une question un peu perfide, histoire de nous mettre dans l'ambiance. Une question bien compliquée et en même temps qui est très importante, puisque c'est un sujet central, le roman. Qu'est-ce que c'est le roman pour vous? Merci, je suis content de commencer par la question facile. Je crois que le roman, pour moi, est surtout une rébellion. On a la place que le roman occupe dans nos vies évolue au fil du temps. Mais je crois que l'élan qui est resté pour moi pendant plus longtemps, l'élan avec lequel a commencé ma vie de lecteur et qui est toujours là dans ma vie de romancier, est l'idée du roman comme l'endroit où on se rebelle. On se rebelle contre, entre autres, la frustration que nous provoque le fait de mener une seule vie, d'avoir une seule identité, d'être fatalement enfermé dans cette identité qui nous est donnée. Et le seul mécanisme qu'on a inventé, nous, les êtres humains, pour essayer de casser ces frontières, c'est la fiction. La fiction, il y a une romancière anglaise, George Eliot, qui disait « Le roman est la chose la plus proche à la vie ». Elle ne dit pas que le roman soit la vie. On n'est pas Anna Karenina quand on lit, mais presque. Et dans ce presque se joue tout. On s'approche d'une autre identité, on voit le monde à partir d'une autre identité, et ça nous permet un peu d'ouvrir, de vaincre les limitations de cette identité, cette vie monolithique, totalitaire que nous menons. Et je crois que c'est surtout ça. Si on vivait 200 ans, on n'aurait pas besoin de fiction. On aurait le temps de connaître tout le monde et de les connaître bien. Mais comme nous menons des vies courtes et limitées, on a besoin d'une extension de la vie et de l'expérience qui est la fiction. Et donc, pour moi, c'est principalement ça. Oui, moi je vais peut-être faire une réponse un tout petit peu plus pratique ou technique. Je vais prendre la définition de base du roman, c'est-à-dire un ouvrage d'imagination en prose. Et voilà, pour dire que maintenant, c'est très difficile de dire ce que c'est qu'un roman, parce que déjà au XXe siècle, et encore plus
au XXIe siècle, il n'y a plus cette définition du roman. Ce n'est pas un ouvrage d'imagination en prose, puisqu'il y a des romans qui sont sans imagination, qui sont des romans du réel, de la réalité, et qui pourtant sont des romans autobiographiques ou pas, des autofictions. Il y a toutes sortes de romans où l'imagination n'est pas une qualité maîtresse. Et puis, c'est même plus non plus en prose, puisque de plus en plus, il y a des romans qui sont écrits parfois entièrement en vers libre. Il y a des romans qui utilisent différentes formes narratives. Donc, moi, c'est ce qui m'intéresse, justement, c'est le côté évolutif de la notion de roman. Et maintenant, ça serait bien difficile de donner justement une définition du roman. Et en cela, on ne sera pas d'accord tous les deux, parce que moi, je crois qu'effectivement, la vie est courte et qu'on peut vouloir que dans un roman, qui reste un roman, on examine sa propre vie, qu'on examine sa propre expérience, qu'on essaie, avant de mourir, de comprendre ce qu'on fait, de comprendre nos relations avec les autres, et pas forcément en se transportant dans une autre vie, dans d'autres existences. C'est-à-dire que pour moi, ça n'en est pas moins romanesque, infiniment romanesque. Si je vous suis bien, finalement, vous, le roman, c'est plutôt une plongée vers l'intérieur, et vous, c'est plutôt une plongée vers l'extérieur. Quelque chose comme ça. Moi, je ne peux pas oublier Proust dans ce moment. Proust qui est peut-être le romancier le plus introspectif. Il fait 1200 pages de son roman pour démontrer les talents de l'imagination pour aller vers l'autre. C'est-à-dire il se plonge toujours à l'intérieur de lui-même, mais c'est pour mieux regarder le monde. Et mon livre s'appelle La traduction du monde, à partir d'une phrase de Proust, dans À la recherche bien sûr, où il parle du livre intérieur que nous avons tous. Et comme nous avons tous un livre intérieur, la vraie tâche du romancier, dit Proust, n'est pas d'inventer, mais de traduire ce livre intérieur dans des mots, en langage qui puisse être compréhensible. Alors c'est une double direction, je crois. Et, c'est vrai, les privilèges de l'introspection font partie de la province du roman, mais ce double sens est essentiel. Camille Laurence, vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord, mais en même temps, je suis surprise parce que moi aussi, j'utilise beaucoup l'image du livre intérieur. J'ai été surprise de le voir en exergue, mais précisément pour arriver à une espèce de conclusion, peut-être pas contraire, mais différente, parce que quand Proust parle du livre intérieur, justement, il évoque le fait de partir toujours de soi-même, de ce que la réalité, dit-il, a imprimé en nous, c'est-à-dire tout ce que la réalité a imprimé en nous, donc des choses que nous avons vécues et pas des choses que nous avons imaginées. Alors ensuite, évidemment, avec ce qu'on a vécu, on peut imaginer je ne pense pas que ce soit d'ailleurs imaginer, mais lire les signes qui permettent de comprendre les autres. Mais pour moi, c'est pas exactement ça l'imagination. Et surtout, ce que dit Proust après cette citation que vous faites, la phrase continue, la phrase de Proust, elle continue, elle est très longue. Enfin, il y en a peut-être plusieurs, mais oui. Mais il dit aussi, il fait la différence entre les vérités logiques. Les vérités logiques qui sont celles du roman d'imagination, c'est-à-dire vous allez inventer une histoire et vous allez vous dire logiquement tel personnage peut faire ceci ou peut penser cela. Donc il y a une logique narrative, il y a même une logique psychologique, mais ce sont des vérités logiques, dit Proust, et il les oppose aux vérités nécessaires. Et les vérités nécessaires, ce sont celles justement que nous avons tirées, dit-il, de l'obscurité qui est en nous et que ne connaissent pas les autres. Et donc, précisément, là, je trouve que c'est un petit peu paradoxal de parler de livre intérieur alors que il s'agit en fait
d'inventer des personnages qui ne viennent pas de soi-même. C'est un peu le double mouvement. Et c'est là où on s'aperçoit donc que la question du roman est une vraie question. Ah bah oui, non, Et mais on ça, a approché une et on va pas la résoudre aujourd'hui. On va pas la résoudre aujourd'hui, au premier, sinon on a 6 heures devant nous, mais ça va être compliqué. C'est bien que ça reste une question. Mais donc, effectivement, tout à l'heure, vous évoquiez la définition, et j'ai ouvert le dictionnaire. Et donc, la définition du roman, telle qu'on la donne encore aujourd'hui, c'est une œuvre littéraire en prose d'une certaine longueur, mêlant le réel et l'imaginaire, et qui, dans sa forme la plus traditionnelle, cherche à susciter l'intérêt, le plaisir du lecteur en racontant le destin d'un héros principal, une intrigue entre plusieurs personnages présentés dans leur psychologie, etc. C'est une longue définition. Même la définition ne sait même pas définir cette définition. Bref. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc, quand on regarde les livres qui sont classés aujourd'hui dans le roman, on s'aperçoit que cette définition, si elle n'est pas caduque, elle est finalement hors du temps, elle n'est plus vraiment, elle est complètement dépassée. Et d'ailleurs, oui, on peut regarder aussi les listes de prix, les romans qui sont dans les listes de prix, donc vous faites vous-même partie du prix Goncourt. On s'en est aperçu il y a 2 ans avec l'ouvrage, si vous ne l'avez pas encore lu, Triste Tigre de Nashino, qui est absolument formidable, qui n'est pas écrit, c'est pas du tout écrit roman sur la première de couverture, et pourtant a reçu le prix Femina, était en lice pour le prix Goncourt. Donc c'est un roman d'une certaine manière dans les listes de prix. Et donc la question que je me suis posée à travers cette table ronde, c'est est-ce que le roman existe encore aujourd'hui ? C'est évidemment une provocation. Mais dites-moi si je me trompe, notamment pour vous peut-être Camille Laurence, la première question que pose un lecteur aujourd'hui quand il reçoit un livre, et peut-être que vous allez me détromper aujourd'hui dans le public, c'est est-ce que votre histoire est vraie ? Et j'ai envie de savoir, est-ce que ça arrive effectivement ? Et pourquoi est-ce qu'on a ce paradoxe qu'on cherche de la fiction, mais en même temps on a envie de savoir que c'est quand même un peu vrai ? Oui, peut-être que Juan Gabriel veut répondre d'abord parce que j'ai l'impression que tu fais une espèce quand même d'opposition dans tes conférences entre le roman, justement, le roman, je dirais, et puis les textes plutôt contemporains qui demandent à ce que ça soit authentique. Il y a la notion d'authenticité. Et bon, moi, je sais pas, on peut... Bon, moi, j'aime pas ce mot authentique parce que justement, ce qui est intéressant, et tu le dis d'ailleurs, c'est qu'il y a toujours de l'ambiguïté. C'est pas, je vous raconte une histoire, elle est vraie, elle est fausse. Ce qui est intéressant, c'est de montrer toute la versatilité, la façon dont les choses, dont on peut douter du réel, en fait. Oui, je crois que ce qui est compliqué, ce qui est un piège, un vrai piège dans la définition du roman, c'est que le roman a toujours été, dès sa naissance, a été un genre qui dévore les autres. C'est très difficile à définir parce que maintenant, on est au sommet de cette personnalité cannibale presque du roman. Je pense souvent que le roman moderne, tel que je le comprends, a commencé comme comédie. Rabelais, Don Quichotte, c'est des comédies. Mais ensuite, il y a eu, dans le 19e siècle, le moment où le roman se rend compte de la capacité d'explorer le côté tragique de la vie. Et si Madame Bovary existe, et Anna Karenina, et Crime et Châtiment, c'est parce que le roman a dévoré la tragédie classique comme exploration d'un certain côté de la vie. D'ailleurs, Dostoïevski, Flaubert aimaient les tragédiens comme Shakespeare, comme Racine. Dostoïevski est censé avoir imité la structure de la tragédie classique en 5 actes, etc. Dans le XXe siècle, le roman découvre l'essai, la pensée. Et il se met à penser comme jamais avant. Donc c'est la poésie aussi. Il y a des romans, comme disait Camille, il y a des romans construits entièrement en vers. Alors, qu'est-ce que c'est que le roman ? Même pas la fiction ne peut définir ce qu'est le roman maintenant. La fiction, d'ailleurs j'adore le dire, quand j'écrivais un roman qui s'appelle en français « Une rétrospective » qui raconte la vie réelle d'un ami à moi, Sergio Cabrera, réalisateur colombien, je me suis amusé à dire que le roman n'invente rien de sa vie, mais il est néanmoins une œuvre de fiction. Pourquoi ? Parce que
Il ne faut pas oublier que dans son origine latine, le mot fingere, fendre, le mot qu'on associe à la fiction, voulait dire modeler, donner forme à quelque chose qui existe déjà. Donc le roman, un acte de fiction, c'est aussi prendre ce qui existe déjà, il ne faut pas l'inventer, et lui donner une certaine forme. Donc on est au même point où on était que parti. tout à l'heure. Voilà. C'est bien, on avance bien, on creuse. Et donc, vous avez évoqué le mot fiction, et vous, Camille Laurence, tout à l'heure, vous avez évoqué le mot autofiction. Et d'ailleurs, on vous range souvent dans la presse dans cette catégorie, dans ce genre-là, de l'autofiction. C'est un mot qui a été décrit selon Serge Dubrovsky, son créateur, en 1977, comme ça. Une fiction d'événements et faits strictement réels. Et donc, c'est quand finalement la réalité dépasse la fiction, et vice-versa, quand la fiction dépasse la réalité d'une certaine manière. Et d'ailleurs, vous-même, vous jouez aussi de la réalité avec la fiction, parce que même votre nom est un pseudonyme. Vous êtes déjà vous-même un personnage de fiction. Donc j'ai 2 questions pour vous. Premièrement, comment est né ce désir de fiction, ce besoin peut-être de fiction chez vous? Et deuxièmement, qu'est-ce que ça vous fait qu'on vous classe dans cette autofiction, dans ce genre-là? Est-ce que vous revendiquez ce terme ou est-ce que vous voulez vous en extraire? Je vais commencer par la deuxième question, puis après j'aurais oublié la première. Non, mais je veux dire, l'autofiction, ça a été quelque chose de très intéressant. Moi, je trouve que c'est absolument passionnant comme notion. Ça a connu son plein essor dans les années 90-2000. C'est vrai que Dubrovsky a fait beaucoup avancer la réflexion sur la question du roman, de l'autobiographie. La définition que je préfère de Dubrovsky pour l'autofiction, c'est pas celle que vous avez donnée, c'est un texte, une fiction, effectivement au sens étymologique, dont la matière est entièrement autobiographique et dont la manière est entièrement fictionnelle. Et c'est ça, c'est ce que vous avez dit, c'est faire de soi-même un personnage, c'est-à-dire, oui, se prendre comme matière, c'est ce que dit Montaigne, hein, on est quand même au pays de Montaigne, moi c'est pour ça que j'ai un petit peu de mal avec cet acharnement à vouloir absolument que l'imagination soit une qualité supérieure de l'écrivain. Je n'ai jamais compris pourquoi. Parce que Montaigne, je suis moi-même la matière de mon livre. Bon, ça fait quelques siècles, et puis on a quand même des exemples fameux dans la littérature française. Donc voilà, il faudrait qu'on examine. Je pense qu'il y a quelque chose d'un tabou judéo-chrétien. On ne parle pas de soi, c'est pas bien. Il faut être pudique, voilà. Mais non, la littérature n'est pas pudique, la littérature n'a pas de tabou. Donc voilà, ça c'est pour l'autofiction, parce que je sais que maintenant c'est devenu alors carrément une injure. C'est pour ça que quand vous me demandez si j'aime bien qu'on me range dans l'autofiction, non. Moi j'ai pas envie d'être injuriée à longueur de temps, mais j'ai participé à des colloques avec des universitaires, j'ai organisé moi-même des colloques sur l'autofiction. C'est absolument passionnant pour la littérature, franchement, mais maintenant non. Voilà, je suis comme tout le monde. J'ai pas envie d'être rangée. Et en plus, c'est très misogyne, il faut bien le dire, parce que très souvent, l'autofiction égale le féminin, les bonnes femmes qui racontent leurs petites histoires, on n'en a rien à faire. C'est partout, et c'est dans la presse, et c'est quand même aussi dans une partie de l'opinion. Et c'est tout à fait dommage. Je pense qu'il faudrait vraiment réfléchir. Parce que se connaître soi-même, ça fait partie de la philosophie antique. Se connaître soi-même pour mieux connaître les autres, ça me paraît une bonne idée. Voilà. Ouais, et du coup, la première question, vous l'avez oubliée, on est d'accord? Oui, Voilà. Vous pouvez me la rappeler. Mais... Comment est né ce désir de fiction, ce désir d'écriture, de devenir un personnage de fiction? C'est en 2 temps, parce qu'en fait, moi, j'ai commencé à écrire. D'abord, je tenais un journal intime, donc là, j'étais dans l'intime, mais pas pour être publié quand j'étais adolescente. Mais ensuite, moi, j'ai commencé à écrire des romans, disons, classiques, hein, un petit peu dans la lignée de l'Oulipo, des romans un peu ludiques, avec des jeux de forme, des jeux de mots un peu à la Pérec, enfin, évidemment, en toute proportion gardée. Et puis, bon, il est arrivé dans ma vie, donc au moment où je finissais mon 3e roman, il est arrivé le fait que j'ai perdu un enfant. J'ai écrit ce petit livre qui s'appelle Philippe. Et quand j'ai voulu me remettre à l'écriture romanesque, ça n'a pas été possible, mais alors vraiment, ouais, pas du tout, du tout.
C'est pour ça que je suis un peu fébrile sur cette question-là, parce que je sais ce que c'est qu'inventer des personnages. Moi, c'était des histoires policières, il y avait des détectives, il y avait des meurtres. Voilà, je racontais, j'inventais beaucoup et j'aimais beaucoup ça. Mais à partir de Philippe, ça n'a plus été possible. Ça me semblait creux. Ça ne veut pas dire, j'ai fait des études de lettres, j'ai enseigné la littérature, ça ne veut pas dire que j'ai mis au panier Dostoïevski, Proust et Tolstoï et tout le monde. Hein. Non, pas du tout. Mais c'est que moi, en tant que moi, je ne pouvais plus inventer. J'avais autre chose à faire que d'aller raconter des histoires. J'avais à comprendre ma douleur, en fait. Et cette sincérité, cette vérité, d'ailleurs, au tout début du livre, dès le prologue, vous donnez une sorte de mode d'emploi de votre écriture et le lien avec la vérité. Vous écrivez « Un roman ne doit pas sacrifier la vérité. Il perdrait sa raison d'être, qui consiste à s'y risquer, quelle qu'elle soit. Si vous n'écrivez pas pour la chercher, n'écrivez pas. » Et donc, je me suis interrogée. Est-ce que vous pourriez écrire sur un roman ou vous pourriez écrire sur un sentiment que vous n'avez pas connu, d'une certaine manière ? Non, je ne crois pas, non. Je crois que je peux... D'abord, je n'écris pas sur quelque chose, j'écris depuis. J'écris depuis moi, je n'écris pas des livres sur l'amour, j'écris depuis le sentiment d'amour que j'ai pu éprouver à tel ou tel moment dans ma vie. Voilà, j'ai pas de sujet, j'ai jamais de sujet. Donc j'écris depuis moi, j'écris à partir de moi. Et donc, c'est vraiment la citation de Proust. J'écris depuis mon livre intérieur. Donc, si quelque chose ne s'est pas imprimé en moi, je ne peux pas l'exprimer, non, parce que je le sais pas. Ce que je peux en revanche exprimer, et là encore, c'est Proust, et je trouve que c'est une image absolument sublime. Il parle de peinture, c'est pas dans La Recherche, je sais pas si c'est dans Jean Santeuil ou je sais plus. Il parle de peinture et il dit à un moment, un peintre veut peindre une rivière dans le brouillard. Alors il dit, mais comment on peint une rivière dans le brouillard ? On ne peut pas peindre ce qu'on voit, puisqu'on ne voit rien. On ne peut pas peindre ce qu'on ne voit pas, puisqu'on ne peut pas peindre ce qu'on ne voit pas. Et il dit cette phrase merveilleuse, il faut peindre qu'on ne voit pas. Et je trouve que c'est magnifique. Et ben c'est ce que j'essaie de faire aussi, c'est-à-dire ce qu'on disait tout à l'heure sur le doute, le fait qu'il y a quelque chose qu'on ne connaît pas, mais qu'on essaie d'examiner en nous, mais sans savoir exactement ce que c'est. Et ça nous amène justement à la traduction du monde. En parlant de vérité, donc en littérature, vous, Juan Gabriel Vázquez, vous citez Zadie Smith dans votre livre, qui écrivait que seule une intime connexion autobiographique, je recommence parce que je lis très bien, que seule une intime connexion autobiographique liant l'auteur au personnage rend légitime la base d'une fiction. Je ne crois pas qu'il en aille ainsi. Donc elle réfute justement l'idée qu'on ait besoin d'avoir ressenti quelque chose pour pouvoir l'écrire. Et là, du coup, ça pose... Non, je ne crois pas. Non, vous n'êtes pas d'accord. Bon, alors, non, allons-y. Elle parle... Non, mais c'est parce que c'est dans l'entièreté de son essai que je n'ai pas... Oui, non, bien sûr, là c'est juste une phrase. C'est une phrase sortie. Voilà, exactement. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il est faux que seulement une connexion avec... une connexion du point de vue de l'identité avec un personnage donne la légitimité d'écrire sur ce personnage. Donc, seulement un homme peut écrire sur un autre homme. Et justement, j'y venais sur la question de l'appropriation culturelle. C'était ça, en fait, la question qui découle de la citation de Zadie Smith. C'est est-ce qu'on a le droit d'écrire sur un homme quand on est une femme ? Est-ce qu'on a le droit d'écrire sur un noir quand on est blanc ? Et donc, c'est ces questions-là que vous posez justement dans votre livre à travers divers exemples. Par exemple, en citant Yourcenar, quand elle écrit ses mémoires d'Adrien, quand il y a Malraux qui se met dans la peau d'un communiste, Chen, quand, je ne sais plus, j'en ai cité d'autres, quand Hemingway se met dans la peau de Santiago, qui est lui-même un pêcheur cubain. Du coup, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'un écrivain, un auteur, a tous les droits en littérature ? Quand bien même, c'est donc de la fiction. Oui, c'est une question très difficile parce que je suis bien conscient... quand je mets en question la façon dont
notre époque est en train de condamner le droit que les auteurs ont de raconter le monde à partir d'une identité qui n'est pas la sienne, je ne peux pas oublier l'importance que les histoires ont pour nous. Nous voulons garder un certain contrôle pour les histoires, sur les histoires qui définissent notre vie, qui nous aident à raconter notre vie, notre lieu dans le monde. La littérature de ma tradition, la tradition latino-américaine, qui est très courte, a passé sa vie à mener une sorte de révolte contre les narrateurs qui essayent de nous raconter à nous. Les narrateurs qui prennent la forme d'une dictature militaire, d'une religion, d'un colonialisme. Et alors je comprends très bien d'où sort l'anxiété qui mène à la conversation sur l'appropriation culturelle. Je crois que la littérature est autre chose. La littérature dès son début, amener ces découvertes qui sont très importantes, qui vont en ligne droite vers nos meilleures conquêtes comme civilisation. Les droits humains, la démocratie, tout ça existe parce qu'on a les instruments, on a eu les instruments, entre autres donnés par l'art et par l'art du roman, pour imaginer les autres, pour essayer de savoir comment les autres vivent leur vie. Il y a Milan Kundera, Au Testament trahi, qui est un livre que j'adore. Milan Kundera dit « La société européenne a l'habitude de se considérer comme avoir inventé les droits humains. Mais pour l'invention des droits humains, avant, il fallait inventer l'individu, la notion d'individu. Et pour ça, dit Kundera, les arts, et en particulier l'art du roman, sont indispensables. Parce que l'art du roman, entre autres, nous entraîne vers les vies d'autrui, nous apprend la curiosité par les vies qui ne sont pas comme la nôtre. Et donc, ça mène directement à des mots un peu surutilisés maintenant, comme tolérance, comme empathie, mais qui font partie d'une certaine manière de comprendre la société. Et ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est justement la méfiance qu'il y a toujours eu à l'égard du roman, dans sa liberté finalement. Et quand on remonte dans l'histoire du roman, ce que vous faites très bien dans votre livre, c'est qu'on s'aperçoit que cette méfiance, elle existe même dans la fiction pure, avant même que la notion de genre de roman existe. Déjà à l'époque de Platon, il détestait les poètes, il voulait les virer de la cité pour leurs mensonges. Non pas tant parce qu'ils étaient des mensonges, parce que ces mensonges ne pouvaient pas être contrôlés par l'État même. Et donc je trouve ça très intéressant que dès le départ, si tant est qu'on puisse dire qu'il y a un départ, mais que la fiction est forcément une traîtresse, ou en tous les cas dangereuse pour le politique notamment. Oui, exactement, c'est exactement comme ça. C'est dans la République de Platon que ça se passe. Il nous dit que si un poète venait dans notre ville, on le recevrait avec des hommages, mais on lui demanderait de continuer son chemin parce qu'on ne veut pas ces gens-là dans la ville. Pourquoi? Parce que dans la société idéale de Platon, dans la République, chaque personne a une identité, et seulement une identité, et un boulot, et une manière d'être dans le monde. Et les poètes, pour Platon, sont les gens qui se mettent devant un public. Tout le monde sait que le poète s'appelle Homère, et voilà le poète qui dit « Je m'appelle Ulysse, je m'appelle Achille ». Et pour Platon, ça, c'était digne de notre méfiance. On ne pouvait pas faire confiance à une telle personne qui n'avait pas une identité claire. Et donc, il n'aimait pas les gens qui parlent à partir d'une identité qui n'est pas la sienne. Et il ne se rend même pas compte de l'ironie que tout ça, ce n'est pas lui qui le dit, mais c'est Socrate qui l'utilise dans la République comme porte-parole, disons. Et je me suis demandé pourquoi cette méfiance en l'acte d'habiter la vie de quelqu'un d'autre pour essayer de voir le monde à partir de ses coordonnées. Et en parlant de méfiance, Camille Laurence, dans votre livre, dites-moi si je me trompe, mais j'ai l'impression que le titre « Ta promesse » vient d'une phrase que dit Gilles à Claire,
je voudrais que tu me promettes de ne jamais écrire sur moi. Est-ce que ça vous est déjà d'ailleurs arrivé dans votre entourage qu'il y ait des gens peut-être qui vous disent on est d'accord que tu n'écriras rien sur moi? Ah bah oui, ça m'est Tout le arrivé. temps. Oui, oui. Non, mais je voudrais quand même revenir sur la question de l'appropriation culturelle parce que je trouve que c'est une vraie question et j'ai pas de réponse, mais euh, bien sûr qu'on a le droit. On a le droit, le romancier a le droit de faire parler qui il veut. Bien sûr, la question, c'est pas est-ce qu'on a le droit, c'est est-ce qu'on doit. Et je pense que c'est une question qu'il faut se poser sérieusement. Par exemple, moi, je trouve qu'un homme a tout à fait le droit d'écrire un roman où il se met dans la peau d'une femme enceinte, par exemple. Et peut-être que ce roman sera bien et que tout le monde dira, ah là là, il est fort, il a réussi, quelle imagination, il a réussi à se mettre, il s'est renseigné, il a fait une enquête, et donc il sait ce que c'est qu'être enceinte. Hein, et il nous le fait vivre. Bien, moi, je le dis franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est-à-dire que le roman peut être très beau, bien, peut-être que ça sera agréable à lire, mais pour moi, c'est ce que Michel Léry s'appelait des grâces vaines de ballerine, c'est-à-dire c'est un exercice de style, c'est vous voyez comme je suis fort, vous voyez comme je me mets dans la peau d'un autre. Je prends un exemple extrême, hein, mais je pense que maintenant, parce que évidemment Platon c'était quand même il y a quelques siècles, mais maintenant je pense pas d'abord que, enfin, je sais pas s'il y a encore des gens qui font ce raisonnement-là. C'est quand même Quel raisonnement? le raisonnement de Platon, c'est-à-dire les poètes, on n'en veut plus. Bon, si. Si, ils le font. Ils le font tellement, de façon tellement forte que Zadie Smith s'est vu obligé à écrire un essai en Oui. 2019 pour dire Oui, je pense que c'est on quand même un devrait pas petit peu, mettre- c'est un peu victimaire parce que je serais curieuse de savoir, elle s'est sentie obligée. Ça veut dire qu'il y avait vraiment plein de gens Oui. qui l'accusaient de quoi? Oui, il y avait une sanction aux États-Unis à l'époque, comme quoi c'était complètement interdit d'assumer une identité qui n'est pas celle de l'auteur ou de l'autrice. Et il y avait par exemple une traductrice Oui, mais là, hollandaise. oui, Oui, mais vous vous souvenez de ce oui, cas? oui, 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 mais c'est quand même des choses extrêmes. Enfin, c'est quand même très, très limité. Je veux dire, ce sont des polémiques très, très, très limitées, mais je pense pas que il y ait beaucoup de gens qui réfutent à quelqu'un, qui récusent à quelqu'un le droit de faire ce qu'il veut dans un roman. Mais c'est plutôt une question éthique. Donc ce que je disais, c'est pas est-ce qu'on a le droit, c'est est-ce qu'on doit. Et moi, je me poserais franchement la question, voilà, est-ce que je dois écrire sur quelque chose que je ne connais pas du tout Alors, évidemment qu'on doit, et c'est pour ça que tous les exemples dans les siècles précédents, ils sont pertinents, parce que les femmes n'écrivaient pas, donc les hommes faisaient des magnifiques personnages féminins. Les Noirs étaient esclaves, donc bon, c'était des Blancs qui écrivaient, qui racontaient. Bon, mais maintenant, je pense que on peut au moins se poser la question de est-ce que je ne devrais pas laisser ma place en tant qu'écrivain, est-ce que je ne devrais pas laisser ma place à quelqu'un qui connaît mieux le sujet que moi? Oui. Moi, voilà. Mais Qu'est-ce que vous en pensez, Juan Gabriel? oui, je sais que c'est un peu extrême, mais J'étais en train de me souvenir quelques mots de William Faulkner que Camille Laurence met en exergue d'un chapitre. Ce sont des mots que j'adore. Il compare la littérature à une allumette. une allumette, n'est-ce pas? qu'on Une allumette. oui. Quand on allume une allumette, ça ne sert pas à illuminer toute la prairie. Mais ça nous permet de nous rendre compte de combien d'obscurité il y a. Ce sont des mots très belles. Oui. Et je t'entendais, je t'écoutais tout à l'heure et je me suis souvenu d'un roman extraordinaire de Faulkner qui s'appelle Lumière d'août Oui. et d'un autre qui s'appelle Les palmiers sauvages. Et dans les deux, il avait justement une femme enceinte. Enceinte. Oui. Oui. Et
Ah oui, mais qu'il y a des personnages, évidemment, dans un roman, mais je veux dire, Oui. assumer en voix narrative, c'est pas la même chose que, évidemment, heureusement qu'il y a des personnages différents Oui, dans un oui. roman, mais c'est plutôt... Et donc c'est une question de personne narrative, disons. Voilà, de prendre la voix, quoi. Oui. Alors pour Donc, rebondir, Mémoire d'Adrien, Oui, ça ne marche pas pour c'est toi. différent. Mémoire d'Adrien, Comment tu trouves que Mémoire d'Adrien de Marguerite Non, mais- Yourcenar, il y a... Non, mais Mémoire d'Adrien, c'est un personnage qu'elle a créé de toutes pièces à partir de ce qu'elle a retrouvé. Enfin, elle a fait une recherche. Là, oui. Oui, L'archéologie de l'intérieur, Bah qu'il oui. disait, oui. mais Oui. bon, il n'a pas fait lui-même, donc... D'accord. tout à l'heure vous disiez justement qu'il n'y a personne qui réfute ou nie à quelqu'un le droit de pouvoir écrire sur ce qu'il a envie d'écrire. Alors je vais être obligée de mettre les pieds dans le plat. J'avance un petit peu sur mes questions parce qu'en plus le temps passe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans, il y a eu une petite affaire littéraire en France qui agitait justement le monde parisien, mais pas que. C'était la question des sensitivity readers. Parce qu'à ce moment-là, il y avait donc Kevin Lambert qui faisait partie, en tant qu'auteur québécois, de la première liste du Goncourt et qui expliquait avoir fait appel à ce qu'on appelle en français un démineur éditorial, un lecteur sensible, dont le travail consiste à vérifier qu'un texte ne comporte pas de propos pouvant heurter, blesser, choquer des minorités sur la base soit du physique, de l'ethnie, de l'orientation sexuelle ou religieuse. Et donc, par exemple, la question des sensitivity readers faisait déjà un peu débat, enfin un peu débat, pas vraiment, mais en tous les cas, elle animait la partie littéraire aux États-Unis et en Angleterre, notamment avec la réécriture ou en tous les cas le lissage de l'œuvre de Roald Dahl, où on avait enlevé les mots gros, les dents blanches, parce que dents blanches c'est raciste, gros c'est grossophobe, les c'est pas bien pour les gens qui sont pas beaux du coup. Et donc, ça posait des véritables questions, même ici en France, sur la question de est-ce qu'on doit, quand on est écrivain, quand on est auteur et qu'on prend le risque d'écrire, est-ce que justement on prend un risque de blesser, on prend un risque de heurter? On ne le fait pas forcément pour ça, on n'écrit pas pour provoquer, mais est-ce que parfois ce qu'on écrit est provoquant parce que la vérité est provocante? Oh, mais là, c'est une autre question, là, quand même. Oui, on avance. Ah oui, d'accord. Oui. Dans le cas de Kevin Lambert, ça ne me choquait pas particulièrement. Cela dit, j'aurais tendance à penser que... Enfin, moi, en tout cas, je fais confiance à l'auteur ou à l'autrice. Je fais confiance aux écrivains, c'est-à-dire l'écrivain tout seul à son bureau évalue selon sa conscience et son éthique ce qu'il peut dire. Voilà. Maintenant, si on écrit en se demandant à chaque ligne est-ce que ça va blesser quelqu'un, alors là, On n'écrit plus. Ah, bah non, mais là, c'est... Est-ce que justement Nicolas Mathieu, c'était lui qui avait notamment fait un post Instagram en expliquant qu'en tant qu'écrivain, nous devons prendre notre risque sans tutelle ni police, Évidemment. en parlant des sensitivity readers. Bien sûr. Je ne sais pas si vous voulez réagir aussi là-dessus. Je suis d'accord. Je crois que les identity readers, ça s'appelle comme ça en anglais, oui, exactement, sont un symptôme de quelque chose que j'aime pas vraiment dans la conversation sociale que nous avons aujourd'hui. Un symptôme de fragilité, de rétrécissement de nos libertés narratives aussi. Je crois que la littérature, entre autres, est faite pour heurter. Kafka disait que la littérature devait être comme un poignard pour pénétrer. Le lac gelé en nous. Oui, exactement. Et la littérature qui a comme objectif ne pas donner offense, ne pas déranger personne, pour moi c'est complètement inutile. En plus, la demande, l'exigence qu'on ait des lecteurs externes qui nous disent ce qui pourrait éventuellement heurter quelqu'un, ça me semble une perte de liberté imaginative. Et c'est donner à une autre personne le droit de tracer des lignes, des frontières dans ce qu'on écrit, dans nos envies d'explorer le monde,
même les mondes les plus durs, les plus difficiles. Et c'est très dérangeant. Je suis incapable d'oublier, par exemple, Salman Rushdie, qui a reçu un couteau dans les yeux parce qu'il y a 30 ans, il avait écrit une histoire qui, à l'occasion, heurtait les gens, offensait les gens. Bah, selon les sensitivity readers aujourd'hui, ça serait impossible de le publier, Voilà. de fait. Voilà. C'est très difficile hein, pour moi d'accepter l'existence de cette nouvelle façon de voir le monde dans laquelle, en littérature, dans un roman, dans une poésie, on doit garder soin des sentiments de tout le monde. On n'écrit pas pour ça. Et surtout, ça laisserait penser peut-être que notre époque est supérieure, ou en tous les cas a plus raison que l'époque précédente. Donc ce qui m'interroge, c'est est-ce qu'un écrivain peut écrire en dehors de son temps? Est-ce qu'il peut écrire en dehors de son époque? Parce que forcément, les jugements qu'on a aujourd'hui, dans 20 ans, on va les juger et on dira qu'on avait tort, encore une fois. Oui, je suis d'accord. De toute façon, je crois que quand la littérature marche bien, les romans sont toujours plus intelligents que leurs auteurs. Les romans savent davantage. Les romans comprennent des choses que les auteurs n'ont pas compris. Et c'est souvent ça la raison pour laquelle des romans magnifiques peuvent être produits par des gens minables. Et ça, on veut des noms. Je ne dis pas des noms. Mais sans transition, en parlant de notre temps, en parlant de notre époque, moi ce qui m'a particulièrement plu, et je ne suis pas la seule à le penser à travers votre livre, Ta promesse, c'est la manière dont vous décrivez l'amour que ressent Claire. Donc au début, il y a cette création de l'amour, tout ce qu'on a tous ressenti au début, on est un peu bête, faut le dire, on s'aime, c'est beau, c'est magnifique. Et puis, on s'aperçoit quand même, petit à petit, que le personnage en face, Gilles, est un véritable pervers narcissique, comme on le dit aujourd'hui. Il a une véritable emprise toxique sur Claire. Et ce qui fascine, c'est la manière dont vous analysez le cœur, la psychologie, les émotions intérieures de vos personnages. Et on ressent donc l'emprise affective, le rabaissement constant, la manipulation, la relation toxique, j'insiste là-dessus, qui sont des termes en fait extrêmement récents, au fond. Et je m'interrogeais, est-ce que, d'une certaine manière, ce livre fait aussi écho au monde dans lequel nous vivons, avec ces courants féministes qui s'interrogent de plus en plus sur ce que c'est justement les relations hommes-femmes, les relations à l'amour, les relations à la sexualité. Est-ce que c'est un livre aussi de son temps ? Oui, alors je voudrais quand même préciser que moi, quand j'ai commencé ce livre, je n'ai pas écrit, justement, je ne me suis pas dit je vais écrire quelque chose sur la perversion narcissique. Oui, parce que c'est pas mon sujet. D'ailleurs, le mot n'est pas prononcé dans le roman. Il n'y a pas l'expression, sauf à un moment, il y a une expertise judiciaire et l'hypothèse qu'il soit pervers narcissique est évoquée par l'expert. Mais sinon, le mot n'apparaît pas. C'est une enquête sur des signes qui permettent de dire, effectivement, qu'il y a en tout cas des éléments pervers dans la relation. C'est une perversion relationnelle. Qu'est-ce que vous me demandiez ? Est-ce que c'est oui, alors en fait, pour moi, le lien que je faisais, c'est effectivement avec l'époque, c'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai observé donc, dans mon environnement proche et personnel et que j'ai analysé, vraiment analysé. Je pourrais dire que si on devait qualifier, j'écris du roman d'analyse, comme on disait au XVIIIe siècle, roman d'analyse, voilà, je sais pas, quelques exemples fameux dans la littérature française, et pas seulement française, mais au-delà, pour moi, c'est cette perversion, c'est-à-dire cette relation à l'autre qui est gauchie par le manque d'empathie, par l'absence de reconnaissance de l'altérité, le fait que l'autre n'existe pas. Je le retrouve aussi dans la société et dans la politique. Et alors là, on est quand même en plein dedans. Je veux dire, moi, j'ai écrit une dystopie il y a quelques pages dystopiques où j'imagine en 2030 qu'il y a une maladie qui s'appelle la maladie de Narc, qui est la maladie du narcissisme, et je dis qu'il y a déjà quelques exemples, dont Trump,
je ne croyais pas être aussi bien illustré. C'est-à-dire que on est vraiment dans l'égomanie, le narcissisme à tout va, l'absence totale de considération de l'autre. Et ça, je crois que c'est vraiment un trait d'époque. Alors, je n'avais pas prévu de parler. J'ai toujours des questions en plus parce qu'on ne sait jamais si on s'entend si bien que maintenant on ne voit plus passer le temps. Mais en parlant de narcissisme, moi, il y a une petite phrase qui est coincée à la page 238 de votre texte que j'ai trouvé géniale, notamment ici en plein salon du livre, qui résume, à mon sens, tous les problèmes littéraires de notre époque. Vous écrivez « Tout le monde rêve d'être écrivain, je m'en réjouis. Que la littérature continue d'exercer un tel attrait, qui s'en plaindrait ?» Et puis vous continuez et vous écrivez « Ce dont ils rêvent, donc les gens, ce n'est pas d'écrire, c'est d'avoir écrit. » Ben oui, parce que j'entendais tout à l'heure, là, j'ai écouté une partie de l'intervention de Christine Angot qui disait, quand on écrit, en fait, on fait rien d'autre et on dit non à tout le reste. L'écriture, c'est un travail, ça prend pratiquement tout l'espace de la vie, et donc quand on dit là je voudrais écrire, mais en fait ce qu'on veut c'est avoir écrit pour avoir la rétribution symbolique ou sociale de l'écriture, mais un écrivain c'est différent. Et donc on arrive à la fin de notre discussion, donc après avoir parlé d'autant d'œuvres et de littérature, de personnages de fiction, on s'aperçoit d'une vérité, comme le racontait Alberto Manguel dans son texte Monstre fabuleux, que je vous recommande. Il expliquait « La biologie nous dit que nous descendons de créatures de chair et de sang, mais nous avons la conscience intime d'être les fils et les filles de fantômes d'encre et de papier. » Et donc, depuis le début de cette conversation, on parle de notre livre intérieur. Et moi, j'ai envie de savoir quel est le livre qui vous a le plus marqué, quel livre infuse en vous, quel livre vous donne envie de lire. Quel livre vous a donné envie de lire? C'est plein de questions réunies en une, mais quel est votre livre intérieur? Puisque nous sommes tous des personnages de papier. Oui. J'aurais plutôt une petite bibliothèque intérieure, mais je pense tout le temps à une sorte de trilogie sacrée pour moi. Il y a plusieurs époques qui ont marqué ma vie comme lecteur et qui donc m'ont donné envie d'écrire. Je dis souvent que la lecture de 100 ans de solitude quand j'avais 16 ans et l'Ulysse de Joyce quand j'avais 20 ans et ensuite Virginia Woolf un peu après m'ont donné envie d'écrire. Mais si je devais choisir un petit univers littéraire, je parlerais d'une trilogie conformée par Montaigne, Shakespeare et Don Quichotte, le roman de Cervantes. Un petit peu là, on en avait dit un. Oui. C'est le livre de Shakespeare, puisque j'ai toutes ces tragédies dans un seul livre, donc je peux tricher, je suis autorisé. Mais c'est vrai que pour moi, c'est ces trois auteurs, les essais de Montaigne, Don Quichotte, les tragédies de Shakespeare, publiées dans un seul livre, pour moi, on bâtit tout ce que je comprends, ou quand je pense à notre époque d'humanisme qui pourrait être en train de se fermer. À partir du XXe siècle, je peux parler de l'importance que Marguerite Yourcenar a pour moi, ou Proust, ou Faulkner, ou ce qu'on appelle les booms latino-américains. Mais me demander de choisir un livre, c'est un peu cruel. Je ne sais pas comment tu vas t'en sortir, mais j'ai hâte de savoir. De la même façon, non, je crois qu'il fallait vraiment donner un seul livre, je dirais Proust. Parce que bon, il y a quand même, voilà, il y a pas mal de choses, oui. Mais ce qui m'intéresse, c'est que finalement, tu ne cites pas forcément des romans qui t'ont donné envie d'écrire, Shakespeare. Et moi, c'est la même chose. C'est surtout la poésie. Quand j'étais enfant, adolescente, je lisais beaucoup de poésie, et c'est ça qui m'a ouverte à la littérature, peut-être. Mais ça fait la transition de fin. Donc finalement, le roman à l'intérieur de nous, c'est aussi de la poésie, c'est de l'essai, c'est de la littérature. Et donc, écoutez, merci pour tout. Merci d'avoir été là et d'assister à cette table ronde. Merci. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous propose de retrouver donc Camille Laurence sur le stand de Gallimard et Juan Gabriel Vasquez sur le stand du Seuil. Merci à tous et bonne journée.